Vendredi 25 juin 2021, mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Forum de la presse. Pour rappel, le Forum de la presse, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine. Deux volets principaux constitueront les sujets du Forum de la presse de cette semaine. Il s'agit notamment des questions sécuritaires d'une part et humanitaires d'autre part. Sur le plan humanitaire, vous suivrez les commentaires et analyses de nos confrères sur le retour d'une première vague de 4600 personnes déplacées internes pour Baroua, village situé dans la région de Difa et qui a été vidé en 2015 par les populations fuyant des attaques des groupes armés non étatiques. Nous parlerons également de la rencontre du 22 juin entre le président de la République du Niger, Bazoum Mohamed, et les ambassadeurs et chefs de mission des organisations internationales où il a été question de solliciter leur accompagnement et soutien dans la volonté du gouvernement de ramener les déplacés ou les réfugiés de la région de Difa dans leurs villages respectifs. Et puis sur le plan sécuritaire, nous parlerons de la neutralisation de certains leaders de groupes armés par la force Barkhane ainsi que de l'attaque subie par cette dernière à Gossi au Mali. Nous analyserons également avec nos confrères cette annonce de l'État islamique au Grand Sahara qui a revendiqué l'attaque ayant visé le domicile de Seine Omar, président de l'Assemblée nationale du Niger, le 11 juin passé. Restez avec nous, le développement de tous ces points avec nos confrères invités ce soir. Bienvenue à toutes et à tous dans le forum de la presse du studio Kalangu. Je suis Alassane Kouzi Mahamadou et avec moi dans ce studio, mes confrères Issa Mourou, journaliste indépendant. Issa, bonsoir. Bonsoir Alassane. Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Gare, bonsoir. Bonsoir. Et Arimi Abakiari, journaliste à la radio alternative. Arimi, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous débutons ce forum de la presse avec le volet humanitaire. Donc, je le disais, après les populations d'Anzourou, dans la région de Tillabéri, c'est au tour des populations déplacées internes de Baroua de retourner dans leurs villages respectifs. Le 20 juin 2021 a eu lieu le retour d'une première vague de 4600 personnes déplacées internes pour Baroua, village situé dans la région de Difa et qui a été vidé en 2015 par les populations à cause de l'insécurité. Selon des informations fournies par OCHA, la première vague de déplacés estimée à environ 921 ménages de 4600 personnes a quitté les sites d'Awaridi, Difa, Kingyandi, Guesquerou et Baroua Yala, Kablewa pour Baroua. Alors je commence avec vous, Issa Madougou. Voilà, quelle appréciation faites-vous d'une telle initiative donc, des autorités nigériennes de ramener ces populations déplacées internes chez eux? Merci Alassane. Moi, je pense que toute restauration de la dignité humaine, de conférer un sens à la vie d'un être humain est une chose. Aujourd'hui, ces gens se sont retrouvés dans une situation dont ils n'ont pas souhaité. C'est grâce à des agissements des groupes armés non étatiques qu'on connaît dans la zone, comme Boko Haram, que ces gens-là ont quitté les lieux où ils vivaient paisiblement. Mais aujourd'hui, ça a été tout le temps le cri de cœur des uns et des autres pour que l'État puisse trouver les solutions idoines pour que ces gens retournent dans leur village, leur lieu habituel de vie, vivre dignement, à pratiquer leur activité dont ils vivaient depuis des lustres. Donc moi, je pense que cette initiative, il faut le saluer. Déjà, c'était une dynamique, vous savez, pour le cas de Baroua, il y a le ministre Katambe qui a déjà commencé. Avant même que le nouveau président prenne le pouvoir, qui a commencé déjà les visites de terrain. Et donc, la concrétisation de ce retour ne fait que réjouir le cœur. Parce que, si vous connaissez par exemple le site de Awaridi, les conditions de vie, ce n'est pas que le fait que c'était très très déplorable, il y avait quand même le soutien des partenaires, mais quand une personne quitte là où son lieu habituel, il y a où il a la tranquillité, la sérénité, le milieu qu'il maîtrise, se retrouve là où il est incapable même de pratiquer ses activités, obligé de s'aligner dans une pour aller recevoir de quoi manger, de quoi boire, ou pour se soigner même il suffit d'aller dans des cadres où, parce que
bénéficier d'un service, il faut qu'il y ait de la bonne communication. Donc, vous êtes dans un milieu qui peut être hostile, donc vous ne pouvez pas jouir de tous les droits. Qu'est-ce que déjà ces retours-là peuvent apporter comme changement pour les populations concernées dans un premier temps, mais aussi de façon générale de l'assistance humanitaire même au Niger? C'est ce terme-là que moi je ne veux pas qu'on utilise tout l'assistance le temps, l'assistance humanitaire. Je crois bien que la question fondamentale qu'on doit se poser dans ce contexte d'insécurité, c'est de dire à nos États de revoir leur stratégie de lutte contre l'insécurité. S'ils veulent lutter contre l'insécurité, il faut qu'ils placent la sécurisation des populations civiles au cœur de cette stratégie. Parce que de plus en plus, au-delà des groupes armés non étatiques que l'on reconnaît comme les groupes terroristes ordinaires qu'on connaît comme qui sévit dans la zone du Sahel et du Liptako-Gourma, il y a aujourd'hui des groupements de bandits armés qui profitent de la situation pour spolier ces populations. Ils les menacent de quitter. C'est le cas dans des régions comme Maradi, on a vu effectivement. À un moment donné donc, dans la région de Maradi. Et le Niger fait face depuis quelques années à ce genre de déplacement. Ce n'est pas seulement à Difa, mais à Difa, pourquoi ça a interpellé l'opinion publique? Parce qu'à Difa, c'était de trop. Parce que plus ça continue, plus on a une crise humanitaire dont l'État même ne peut pas gérer cela. Nous allons revenir ici à vous. Gary Amadou, alors. Oui, moi, ce que je peux dire, c'est que franchement, quitter son lieu de vie, son lieu d'existence pour un autre endroit, le mot qui revient, c'est le mot déchirure. C'est une vraie déchirure pour une population. Et le timing pris par l'État pour les ramener maintenant coïncide avec le début de la saison hivernale. La question que vous avez posée à Issa, qu'est-ce qui va changer? Mais bien sûr, les gens auront maintenant la possibilité de cultiver leur propre champ, ce qui n'était pas possible là où ils étaient déplacés, parce que là, c'est un territoire pratiquement, je ne peux pas dire étranger, mais en tout cas qui ne leur appartient pas. Là, les populations peuvent utiliser leur champ, faire leur culture. Et déjà, je vous dis, le simple fait qu'une population à l'interne puisse quitter un endroit pour un autre pour cause d'insécurité, pour moi, quelque part, on peut dire que c'est une sorte d'échec de la politique de sécurité, parce que l'État a l'obligation de sécuriser les populations. Et je crois que c'est pour cela que déjà, ce qui s'est passé au niveau de la région de Tillabéri, où il y a quelques mois de cela, pour l'Anzourou, où les populations sont déplacées, je crois qu'il y a une dynamique actionnée par l'État à travers le ministère de l'Intérieur pour rassurer les populations, pour les ramener, parce que l'État a compris que il ne faut pas encourager les gens à se déplacer. Ce qu'il faut faire, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent se sentir en sécurité. Voilà, on ne peut pas mieux vivre que dans son, comment on appelle ça là, dans son environnement naturel dans lequel on est né et qu'on a grandi, on a appris à vivre avec les gens. Donc maintenant, l'État crée les conditions pour que les populations puissent se retrouver dans leur espace naturel et qu'elles puissent y vivre. C'est une initiative à saluer. Mais c'est une initiative à saluer, mais elle est d'autant plus importante que maintenant, on donne un signal aux populations. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'encourager les gens à se déplacer dès qu'il y a le premier coup de feu. C'est vrai, nous sommes à Niamey, on ne sait pas ce que ces populations vivent. C'est très facile de dire, ah oui, dès qu'il y a des coups de feu. Non. C'est parce que vous êtes des peureux que vous... Si on est on est dans un salon bien climatisé, on participe à un débat, n'est-ce pas? La réalité du terrain est tout autre. Mais les populations là, elles souffrent, les populations de la région de Difa, les populations de la région de Tillabéri, elles souffrent, ces populations-là. On ne sait même pas à quel point. Nous sommes là, nous circulons, nous venons tranquille. Mais nous ne savons pas le calvaire qu'elles subissent, ces populations-là. C'est pourquoi j'ai dit l'État aujourd'hui est en train de tout faire pour faire en sorte que les populations, où qu'elles se trouvent dans des zones d'insécurité, qu'elles puissent se sentir protégées et qu'elles puissent y vivre. Arimi Abba, qu'est-ce que ça change que ces gens retournent chez eux? Mais écoutez, quelle appréciation faites-vous de cette initiative qui est en train d'être, qui est en train de s'installer? Oui, nous en avons discuté déjà quand il s'était agi d'apprécier justement le retour de la population de l'Anzourou, n'est-ce pas, chez eux. Nous avons dit que c'est une très bonne chose, que le déplacement pour fait de guerre d'une population, c'est vraiment l'une des pires choses qui peut arriver vraiment à une population. Parce que, en fait, c'est toute la structure sociale qui était en place, qui marchait très bien, qui du jour au lendemain se trouve carrément désaxée.
le chef n'est plus chef, Ouais. le paysan n'est plus paysan, l'agriculteur, il ne sait même pas, c'est l'éleveur, ainsi de suite. Les animaux même errent, les animaux même n'ont plus où aller. Dieu seul sait le nombre de têtes de vaches couries perdues dans le lit du lac. Parce que la population, à l'époque, on apprenait tous, n'est-ce pas? Le gouvernement apprend, nos militaires apprenaient, la population qui a paisiblement vécu des années et des années. Les populations de Baroua, si vous les prenez, peut-être qu'après le passage de Rabat, ils n'ont plus entendu tirer une arme comme ils l'ont entendu à l'arrivée des occupants ou vraiment des envahisseurs, je dirais, des groupes armés non étatiques. Et donc, c'est vraiment un retour à la source, n'est-ce pas, mais qui doit être accompagné. Quelqu'un qui s'est déplacé pendant 5 ans, il n'a pas remis pied. Même pour une personne, quand vous revenez... Il ne trouvera rien en place. Rien, il faut tout remettre en place. Oui, les maisons sont là, il faut les refaire. Les rues sont là, donc on reconnaît chez nous. Mais les champs sont envahis désormais par... C'est un champ qui est laissé en jachère pendant 6-7 ans. Ce n'est plus vraiment possible. Donc ces populations méritent d'être accompagnées. Surtout que Baroua, c'est... Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, Baroua, on parle dans l'histoire du Niger de la ligne Saï-Baroua. Donc c'est de ce Baroua-là qu'il s'agit. C'est ces populations-là qui ont quitté leur pays et leur village. Ça fait de cela 5 ans désormais, 5-6 ans. Ça fait de cela 6 ans. Ce qui fait que il faut vraiment, c'est une population qui travaille 12 mois sur 12. Parce que l'environnement s'y prête. L'agriculture, tout le monde est agriculteur là-bas, tout le monde est éleveur là-bas. Il n'y avait pas de nécessité, je me permets de le dire. Et aujourd'hui... Avant que le drame n'arrive. Bien sûr, le drame a fait que tout le monde était obligé de tendre la main. Tout le monde était obligé de chercher quelques graines à manger avec sa famille, alors que ces gens-là donnaient. Donc pour qu'ils recouvrent heureusement, ce n'est pas encore à l'échelle d'une génération. La génération qui a connu tout ça est encore là. Et donc, vraiment, c'est de les mettre dans les conditions de dignité, de fierté qu'ils ont vraiment de donner à l'autre. Alors justement, dans ce cadre, dans le but justement d'accompagner et ces populations et l'État du Niger, il y a eu une rencontre à Niamey, donc le 22 juin précisément, entre le président de la République et les ambassadeurs ainsi que des chefs des missions des organisations internationales. Il a été question surtout justement de solliciter leur accompagnement et leur soutien dans la volonté du gouvernement donc de ramener et se déplacer dans la région, dans leurs villages respectifs. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a les moyens de mener à bien cette initiative et de garantir des conditions de vie et de sécurité appropriées pour ces personnes? Bon, justement, c'est aussi les moyens, c'est une façon de mobiliser les ressources pour le gouvernement, de mettre vraiment ces moyens-là à la disposition des populations qui se sont déplacées. C'est très bien de le faire comment on dit, vraiment en collaboration avec le gouvernement, entre le gouvernement et les organisations internationales, à la demande de l'État du Niger. C'est une très bonne chose. Et j'espère que la même chose, parce qu'il y avait un comité qui a accompagné tout ça déjà, mais aussi, c'est bon de savoir que vraiment les aspirations de la population, n'est-ce pas, qui sont les plus légitimes à mon avis, c'est qu'ils veulent qu'il soit fait de leur retour vraiment en un temps T, c'est de cela qu'il faut parler. Je suis sûr qu'ils vont vouloir cultiver. N'est-ce pas? Donc, ils doivent être accompagnés, c'est sûr, il n'y a rien à faire. Ils vont vouloir être accompagnés, n'est-ce pas, pour être en mesure de cultiver, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut boire. Il faut donc restaurer les services sociaux. C'est un gros village. Déjà, ce premier retour, ça fait 4500 personnes. Donc, il faut vraiment que les services sociaux de base soient tout de suite
vraiment remis sur pied. Donc il faut que la santé y soit, il faut que l'hydraulique y soit, il faut que l'agriculture qui les accompagne vraiment pour repartir à partir de ce qu'ils ont abandonné depuis 6 ans y soit. Et je pense que c'est une très bonne démarche, à mon avis, vraiment du gouvernement, et d'impliquer les leaders de cette population-là pour que vraiment ils disent voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ressentons, parce qu'ils sont tous très fiers de retourner chez eux. Et je pense que c'est de cette manière que il peut s'agir. Et j'apprécie vraiment la démarche du gouvernement, sincèrement. Issa Madougou, alors, quelles dispositions peut-être supplémentaires et durables faudra-t-il prendre pour que ces populations puissent effectivement rester chez eux et être dans la sérénité? La première des choses, c'est la sécurisation de leur village. Si vous n'êtes pas en sécurité, c'est qu'ils vont revenir encore. C'est qu'ils les avaient quittés parce qu'ils se sont sentis dans une situation d'insécurité alarmante. Et de vulnérabilité. De vulnérabilité qui, c'est comme s'ils se sont estimés abandonnés par l'État à un moment. Donc, pour eux, la seule solution, c'est de quitter et d'aller trouver un endroit où ils peuvent être en sécurité et vivre selon ce que leur offre ce milieu-là. Parce que ce n'était pas de leur vouloir. Donc, quand l'État veut, moi je pense que Larimi et Garé l'ont dit, il faut encourager l'État. Moi, surtout, c'est que cet aspect-là de joindre l'acte à la parole. Ce n'est pas seulement à Difa. Il y a à Tawa. Il y a ici le site de Tadresse des populations de Tingara qui sont là depuis des effectivement. des Et des années. Bani Bongo Il y a Inates. Oui. Il y a Inates aussi. Donc, il faut que l'État d'abord commence à sécuriser. C'est cette garantie dont a besoin ces gens-là. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut vivre dans un camp et tendre la main chaque matin ou aller prendre un ticket pour pouvoir manger. Non, il n'y en a pas. C'est des gens qui vivaient dignement à travers leurs activités pastorales et agricoles. Aujourd'hui, ils sont dans une situation où le simple fait de sécuriser peut les pousser à aller. Tant qu'il y a la sécurité, quand vous causez même dans le camp avec, vous échangez avec ces gens-là, ils vont vous dire, tant qu'il y a la sécurité, je ne ferai pas 30 minutes dans ce camp-là. Je vais retourner chez moi. Alors que souvent, on a tendance à écouter souvent des médisances qui disent qu'il y en a qui sont déjà qui se complaisent dans cette situation d'assister, d'éternel à assister. Il n'y a personne qui veut vivre cette situation d'éternel assisté. Prenez le cas de Difa. Avant cette crise-là, c'est l'une des villes où il est rare de voir beaucoup de talibés comme ça traîner dans la rue. Moi, en tout cas, les séjours que je connais à Difa, avant cette crise-là, talibé, mais si ce n'est pas dans les centres de lecture coranique où tu trouves un talibé, mais de la manière dont les autres villes du Niger, les mendiants vous agressent. Non, à Difa, non. Mais vous avez vu aujourd'hui comment ça a transformé. Et toujours par rapport à la région de Difa encore, il faut que l'État nigérien, de concert avec l'État du Nigeria aussi, pense, c'est vrai, le gouverneur Zulum de Borno a manifesté l'intérêt. Il faut, c'est lui de pouvoir ramener les réfugiés. Parce qu'il faut aussi rapatrier les réfugiés. Parce qu'à Difa, vous savez, le déplacement de ces populations a suscité beaucoup d'indignation face aussi à une situation où les gens disaient que est-ce que ce lit-là n'est pas hypothéqué du lac Tchad à des Saoudiens. Vous connaissez cette affaire des Saoudiens. Donc aujourd'hui, il y a cette assurance de dire le fait de les ramener, que leur terre les appartient toujours. Il faut donner cette assurance à ces gens-là. Parce que, comme l'a dit Arimi, c'est des gens qui vivaient dignement de leur travail. Tout le monde connaît qui ne rêvent que d'y retourner pour pouvoir reprendre la vie. Connaît l'or rouge aujourd'hui de Difa. Avant, le pauvron, c'était l'or rouge. Ils n'ont même pas besoin. Les gens oublient même qu'on a découvert du pétrole dans la région de Difa, puisque les gens vivaient dignement de leur activité. Alors, il faut penser... Oui. Oui, alors est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui quand même... on a vu que ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de pression autour de la ville en termes d'attaques, d'incursions de groupes armés, d'éléments de groupes Boko Haram autour de Difa. Est-ce que cela ne peut pas cela peut impacter, mais quand même, vous savez qu'il y a eu un comité qui a travaillé. Et déjà, ce n'était pas un retour forcé. Il y a des gens qui ont manifesté l'envie de retourner. Mais il faut comprendre aussi que ce n'est pas que
la guerre est finie. On n'a pas fini avec le terrorisme. Et vous le savez très bien que l'IPSWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, l'autre branche de Boko Haram, est en activité. Ils sont très actifs ces derniers moments parce qu'ils ont essayé de restructurer. Oui. Ils se sont inscrits plus maintenant dans une logique de création d'État islamique. De l'État. Parce que c'est ça, ils ont essayé d'éliminer tout ceux qui sont contre, qui s'attaquaient, dont Chekau, qui s'attaquaient aux populations civiles. Parce que pour eux, un État ne peut pas exister sans population. Donc aujourd'hui, cela peut impacter. Mais il faut dire merci aussi, bon courage et bonne chance à nos forces de défense et de sécurité qui ont pu être à la hauteur de toutes les attaques. Vous voyez, le mardi dernier, ils ont essayé encore une fois de plus. Oui. Et aujourd'hui, là où le gouvernement actuel est à temps encouragé, parce qu'on a vu aujourd'hui, c'est comme si dans un temps passé, il n'y avait pas ce travail qualitatif pour répondre à ces attaques, à ces assauts de ces groupes armés non étatiques. On a aujourd'hui une prompte réaction. Les avions sont là, tout le dispositif qui permet faire face à stopper l'ennemi, à les détruire est actif. Donc, on ne peut que saluer cela et encourager ce gouvernement à aller toujours dans ce sens pour la sécurisation. Parce qu'on a vu ces gens-là, ils ne sont pas en train de dormir. Moi, je pense qu'il est très souhaitable aujourd'hui à ce qu'il y ait une synergie d'action aujourd'hui, que tout le monde peut faire, même chercheurs et autres analystes, de donner leur point de vue à l'État. Parce que l'État seul aujourd'hui, dans cette situation, ne peut pas résoudre ça. Il faut que les Nigériens aussi accompagnent ce pays à aller au-delà, parce que nous avons plusieurs défis. Gary Amadou, quelles autres mesures peuvent permettre d'accompagner ces retours volontaires? Oui, déjà, je crois que, comme l'a dit Arimi, c'est créer les conditions pour que les gens puissent vivre dignement. C'est-à-dire leur assurer vraiment le minimum, c'est-à-dire l'eau, la santé, l'école pour les enfants, n'est-ce pas? Parce que c'est des enfants pratiquement déscolarisés. Donc, il faut créer les conditions pour d'autres qui sont nés dans... Oui, mais donc, vraiment, il y a des... il faut créer les conditions pour qu'ils puissent revivre. Mais comme l'a dit Issa, il ne faut pas oublier que dans d'autres régions du pays aussi, il y a des déplacés qui sont jusqu'à... Les populations des villages de Tengara 1, Tengara 2, ici, là, aux alentours de Tillabéri, moi, je les ai visités, je les ai visités. Et leurs témoignages c'est pratiquement les mêmes situations identiques, des populations qui se déplacent parfois sans préparation, avec quelques bétails, et qui vont... qui viennent, qui vivent dans des conditions assez difficiles, parfois... Et de façon durable, en quelque sorte. Moi, j'ai vu les habitations dans lesquelles ils vivent. C'est vrai, les ONG font beaucoup, mais c'est vrai aussi que leur vie, parfois, surtout les témoignages des gens de Tengara, parfois, ils vous disent que non, l'eau, parfois, il faut faire... ils ont des problèmes pour avoir de l'eau. J'ai dit, mais comment vous faites de l'eau? Ils disent, le matin, on va dans les marigots, vous prenez. J'ai dit, mais il y a des maladies. Ils disent, mais le problème, c'est ça le problème. Donc, il faut que l'État crée les conditions pour ramener ces populations-là qui sont au niveau de pratiquement toutes les régions, en tout cas qui font face à l'insécurité, les ramener. Donc, l'objectif prochain, je pense, à part les populations de Difa, c'est un processus en continu. Il faut prendre en compte les populations des villages. Et ça disait que tout le monde, en tout cas, doit se sentir concerné et accompagner l'État qui ne peut lui seul. Mais parce que vous savez, les terroristes ne dorment pas, comme il l'a dit. Mais dans le même temps... Parce qu'en même temps, effectivement, cela sonne aussi comme un défi lancé aux groupes armés. Vous savez, non, les terroristes, ils sont au courant que la population de Barawa est en train de revenir. Qu'est-ce qu'ils font? Et les autres aussi. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Non, on prépare une attaque pour montrer, d'abord pour faire peur à la population, n'est-ce pas? Pour que ceux qui n'ont pas encore été convaincus, parce que ce n'est pas toute la population de Barawa qui revient, il y en a qui sont là, qui sont un peu qui attendent de voir, n'est-ce pas? Et ce qui est tout à fait normal. Oui, et donc, ils ont dit, bon, écoutez, on va encore leur faire peur, on va montrer qu'on peut encore toujours agir. Mal leur en a pris parce qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, comme l'a dit Issa, sont dans en tout cas des réactions qui répondent pratiquement aux attentes des populations. Et donc, l'attaque du 22, c'est soldé par un échec. Mais c'était un signal que les terroristes ont voulu donner. C'est comme si pour dire aux populations, ne revenez pas, on est là. Voilà, juste après le 20, parce que c'était un signal 2 jours après, voilà, effectivement. Il faut faire, c'était juste pour montrer aux gens que voilà. Mais je pense que l'État doit créer les conditions pour que toutes les populations qui se sont déplacées au niveau du lac Tchad puissent revenir. Je crois que c'est pas seulement les grandes villes.
Oui, les grandes villes, c'est pas seulement Baroua qui est concerné. Et les autres, il y a beaucoup de localités. Oui. En attendant que les petits villages. Mais je suis confiant que cette dynamique actuelle va se poursuivre. Ce que je souhaite, c'est vraiment que les villages soient plus sécurisés. On a vu que l'opération qui a été enclenchée concernant la région de Tulabéry, où les populations ont été ramenées au niveau de leur localité, où le ministre de l'Intérieur avait assuré que l'État assurera leur sécurité. Apparemment, ça marche. Donc, je pense que c'est vraiment une nouvelle politique qu'il faut encourager pour qu'elle puisse se poursuivre. Merci. Nous continuons donc avec le deuxième volet de ce forum de la presse, donc volet sécurité. Le mois de juin a été marqué particulièrement par l'élimination de certains leaders de groupes armés de groupes armés non étatiques par la force française Barkhane. Il s'agit entre autres donc de l'assassinat de Bijouen de Baye Bakabo, un chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique identifié par l'armée française comme étant responsable de l'enlèvement des journalistes de RFI Claude Verlon et Ghislaine Dupont, tués après leur rapt en 2013. Aussi, selon des informations rapportées par Radio France Internationale toujours, le 16 juin dernier, une autre opération militaire conjointe conduite par la France et des militaires nigériens contre le groupe État islamique au Grand Sahara, près de Ménaka au Mali, s'est soldée par la neutralisation de plusieurs cadres du dit groupe, ainsi qu'un militaire nigérien tué et 3 blessés. Alors, par ailleurs, à son tour, la force française Barkhane a fait l'objet d'une attaque à la voiture piégée. C'était le 21 juin dernier, faisant des blessés parmi les militaires français et des civils maliens, a indiqué l'état-major français. Issa Mourmadougou, quelle analyse faites-vous de ces assassinats de chefs, en tout cas de groupes armés, ces jours-ci, et quel impact sur la sécurisation du Sahel? Écoutez, nous, population du Sahel, au sein de ces pays-là qui aujourd'hui souffrent des agissements de ce groupe armé non étatique, la réduction de la puissance d'action de ce groupe n'est qu'une bonne chose pour nous. Mais cela n'empêche qu'il y a des interrogations. Parce que le fait d'assassiner des groupes, des responsables, on nous dit qu'Abou Dardar, peuvent anéantir leurs Abou Dardar a été capturé un temps. Il a été remis aux autorités maliennes, mais il a été libéré dans la foulée de la libération pour Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé et Sophie. Voilà. Donc, il est finalement capturé encore de nouveau. Et Agba Kabo tué. Oui. Donc, on a ces cadres influents du côté de Al-Sarawi qui aujourd'hui sont neutralisés. C'est une bonne chose, puisque aujourd'hui, ça va réduire au plus les forces de nuisance de ce groupe. Mais les interrogations que les gens se posent, pourquoi à cette période, à un moment où la France a décidé, par exemple, de couper sa coopération, de mettre en stand-by, comme ils veulent que les gens ne disent pas que non, c'est une rupture comme ça, brusque. Ou de changer. Voilà. On parle aussi de changements profonds. Oui, ils mettent en stand-by leur coopération avec le Mali. Ils veulent aujourd'hui muter Barkhane plus à Takuba. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on a cette facilité aujourd'hui de voir la capture de ces gens. C'était très facile. Donc, durant toutes ces années, parce que les questions des interrogations de l'opinion, c'est légitime. C'est légitime. Parce que les gens se disent, mais pourquoi durant toutes ces années, ça a été très facile pour ces gens-là de pouvoir circuler. Cela s'est passé quelques jours après, juste après l'annonce d'Emmanuel Macron, le président français. Qui paraît un peu très compliqué à expliquer en termes de droit. Néanmoins, moi, je ne suis pas spécialiste du droit, mais j'ai demandé à des gens qui sont spécialistes du droit international, quelqu'un qui est chez toi, qui dit qu'il n'avait plus de relation avec toi, est-ce qu'il a cette capacité de pouvoir mener des opérations? On voit qu'il y a aussi ce soulèvement, c'est cette manière des populations de Sahel à dire non à la France. Et on voit plus d'efficacité de Barkhane que les populations exigeaient depuis un certain nombre d'années. Arimaba, comment vous analysez ou vous appréciez en tout cas les assauts d'abord contre les assassinats contre ces groupes, ces chefs de groupes armés, et cette attaque subie par la force Barkhane? En fait, ça c'est un mode opératoire très occidental. Quand des militaires ou une attaque, vous vous rappelez de l'attaque de l'ambassade des États-Unis en Libye,
n'est-ce pas? C'est la même chose. 4 militaires américains ont été tués ici à Tongo. Et donc, j'ai tout comme l'impression que la présence des forces occidentales, c'est d'abord pour traquer, régler leurs comptes aux personnes, ceux qui s'attaquent à leurs ressortissants, histoire de satisfaire certainement leur opinion nationale. Parce que ils sont très exigeants quand il y a une mort, quand il y a des soldats qui tombent, on demande des comptes au gouvernement et le gouvernement fait tout l'effort nécessaire pour régler des comptes comme ça. Or, moi je ne pense pas que de décapiter, en fait, de couper la tête, parce que c'est les organisations, comment on appelle, les groupes armés, sont des monstres à plusieurs têtes. Oui, tu auras beau couper une tête, 2 têtes, on a tué Ben Laden, ça n'a pas empêché dans la même zone à Al-Qaïda, à l'État islamique d'émerger. Ici, tout récemment, on nous a fait savoir que, comment il s'appelle, Shekau était mort, n'est-ce pas? Ça n'empêche pas à Boko Haram d'attaquer et au Niger et au Nigeria. Donc moi, à mon avis, il faut... Oui, c'est bien que les forces soient ensemble, que les forces collaborent, mais il faut œuvrer vraiment pour réduire la force de frappe de ces organisations-là. En quoi faisant? C'est en menant des offensives vraiment concrètes, n'est-ce pas, qui permettent à détruire au plan matériel et au plan vraiment peut-être capturer le plus grand maximum de combattants. Sinon, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, tellement les gens ont appris, n'est-ce pas? Ils s'échangent, ils ont plusieurs leaders. À tout moment, ils sont capables de changer. Et vous savez, c'est n'importe quel mouvement a toujours son groupe, vraiment son équipe de rechange. Gary Amadou, quelle lecture faites-vous de l'évolution de la sécurité au Sahel de façon générale depuis l'annonce justement donc, de cette révision du format de Barkhane, la force française? Il faut bien comprendre ce que le président Macron avait dit. Il a dit ils vont concentrer la lutte contre le terrorisme avec les forces spéciales. Et Takuba, c'est un regroupement de forces spéciales. Et composé de forces spéciales également européennes. Mais vraiment, c'est des opérations de forces spéciales. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, c'est peut-être une coïncidence entre le fait que l'armée française a annoncé son retrait, en tout cas la révision de... Oui, mais ce n'est pas la première fois que des chefs terroristes sont tués, en réalité. Rappelez-vous, le fondateur du Al-Qaïda, l'Algérien Abdelmalek Drogdel, bien sûr. C'est vers la frontière algérienne. Il a tenté de fuir. Les forces spéciales françaises l'ont liquidé. Jamel Okacha, un autre combattant algérien, qui était un des fondateurs du GSPC, qui s'est transformé en, comment on appelle ça, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. Liquidé par les forces françaises, je crois qu'ils ont compris, Macron a compris qu'en matière d'opération spéciale, c'est plus efficace. Et quoi qu'on dise, c'est vrai. Vous avez vu, l'État islamique a tué Shekau. Malam Bakoura a pris la relève, n'est-ce pas? Mais l'impact sur le moral des troupes est indéniable. Quand on arrive à décapiter un chef, la mort de Ben Laden, quoi qu'on dise, a vraiment créé une sorte de vide au niveau de Al-Qaïda. Parce que Ayman El-Zawahiri, il est obligé de se terrer. Il se cache. Même celui qui est censé l'avoir remplacé, aujourd'hui, pratiquement, il est... Et le responsable de Al-Qaïda dans la péninsule arabique, liquidé. Son remplacement, liquidé. C'est des opérations donc, qui permettent... pour vous, quand même, le fait de décapiter... non, c'est important. Ça va dans le sens de réduire leur capacité de nuisance. Oui, ça va réduire parce que c'est quand même des figures symboliques. Si aujourd'hui, on tue, comment on appelle ça là, le créateur du Front National du Massina, comment on appelle, Amadou Koufa. Si on tue Abou Walid Al-Sahraoui, si on tue Yada Gali, mais c'est un impact sur les troupes qui est indéniable. Ça va avoir un impact, mais bien sûr, ça ne mettra pas, ça ne mettra pas fin au terrorisme. Ce qui va mettre fin au terrorisme, c'est quoi? Ces terroristes-là, on sait qu'ils sont localisés dans les forêts au niveau de ces pays-là. On connaît ces forêts-là. On sait que dans le Liptako, il y a des trucs. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment un mouvement d'ensemble. Il faut faire un raid. C'est bien de tuer les chefs, mais encore mieux. Et par rapport à cette question, depuis un moment, il y a aussi un débat qui fait rage et qui fait aussi désaccord entre la France en tant que partenaire et le Mali, avec en tout cas certaines autorités du Mali, notamment
dialoguer avec les groupes armés. Est-ce que c'est possible est-ce que ça fait partie de la solution ou c'est une option à exclure? Et moi, je me dis... en quelques secondes, ce que je me dis, négocier avec les terroristes, moi, je me dis, si ça peut donner quelque chose, ça va permettre aux populations de souffrir moins. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, moi, je ne veux pas être dans un dogmatisme où on va dire, ah non, non, négocie pas. Non. Si c'est des négociations sincères qui peuvent permettre de sécuriser les populations, au Mali, c'est les Maliens qui savent ce qu'ils sont en train de souffrir. Nous, pour le moment, les grands leaders de la nébuleuse djihadiste, il n'y a pas de Nigériens à la tête. Donc, Issa, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces débats? Mot? Écoutez, ce débat-là, moi, c'est comme les autres débats, c'est légitime. Parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui, quand on est dans une situation... Parce que beaucoup de gens disent que le tout militaire n'est pas forcément une option qui porte ses fruits. Mais écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce qui fragilise de plus en plus même la stratégie de lutte contre le terrorisme? C'est qu'il y a aujourd'hui une défragmentation du mouvement djihadiste. Vous avez vu ceux qui ont fait le massacre de Solhan. C'est un groupe qui est affilié au groupe de soutien aux islamistes dirigé par Yaga Alaoui et Amadou Koufa. On a aujourd'hui les attaques au niveau du Mali et du centre qui sont revendiquées par l'État islamique. Donc vous voyez, aujourd'hui, c'est ça qui complique un peu la capacité même de nos États. Si aujourd'hui, on est à mesure, quand on annonce des opérations, qu'on puisse les joindre l'acte à la parole. Par exemple, l'opération Takuba. On a lancé, il y a l'armée tchadienne qui est venue dans la zone. Et c'était vraiment l'espoir pour ces populations. Et c'est en ce moment-là même qu'on a vu ces groupes-là qui s'attaquent à des villages. Aujourd'hui, quand vous prenez toute la bande du Liptako Gourma, ces populations aujourd'hui sont livrées à elles-mêmes. Même ici, tout récemment, à Fencho au Niger, à côté de la frontière burkinabé. Des gens ont fait des instructions dans le village, ils sont partis, ils ont assassiné des pauvres citoyens. Alors on va donner la parole à Arimi par rapport à cette question pour finir avec l'attaque du domicile du président de l'Assemblée. Pour qu'on dise, un affrontement armé finit toujours autour d'une table. Aujourd'hui au Niger, notre argument pour ne pas négocier, c'est qu'il n'y a aucun leader qui appartient, qui est nigérien. Mais on attaque le Niger. On tue tous les jours des citoyens, des paisibles citoyens, comme on dit. Il a été prouvé. Une fois, il y a eu un forum après les attaques dans la zone de Tillabéri. Le forum de Walam. De Walam, où on a donné pratiquement des noms des Nigériens, de pères et de mères qui sont connus et qui combattent de l'autre côté. Et c'est eux qui conduisent souvent les attaques contre les Nigériens. Mais écoutez, par rapport à ça, au moins, comme disent les Hausa, c'est d'Angali à Kitchingali. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, sans eux, les autochtones qu'on peut... à qui que ce soit, il sera difficile d'attaquer notre territoire. N'est-ce pas? Donc, pourvu qu'on arrive rien qu'à extraire les fils nigériens qui sont dans ces mouvements, je pense qu'on peut aboutir par la négociation. Et Arimi Abba, pour terminer, dans ces chapitres toujours, on a vu qu'il y a quelques jours, le 11 juin passé, le domicile du président de l'Assemblée nationale, Seyni Omar, a été attaqué par des individus à moto, tuant un des gardes et blessant un autre. Alors, on a vu récemment un communiqué de l'État islamique au Grand Sahara qui revendique cette attaque. Comment avez-vous accueilli cette information et comment l'expliquez-vous? Sincèrement, est-ce que vous lui donnez crédit? Je ne suis pas très convaincu, sincèrement, parce que leur marque, quand même, ils n'attaquent pas pour échouer, ils n'attaquent pas juste vraiment pour qu'on dise qu'ils ont fait. Ils auraient fait plus. Je comprendrais que c'est eux. Je crois que c'est comme l'enlèvement des étudiants au Nigeria, dans la région de Katsina. Ils ont dû s'acheter cette opération. Moi, je pense à quelque chose comme ça. Ça ne porte pas leur marque. Aujourd'hui, par la force des choses, on sait qu'ils savent faire leur boulot vraiment quand ils se fixent un objectif à atteindre. Et ce n'est pas en moto, n'est-ce pas, et deux individus. Non, ils auraient fait
éclaté une bombe dans la zone, qu'ils auraient tué des innocents, ainsi de suite, moi je comprendrais que c'est eux. Je ne pense absolument pas. En tout cas, c'est ou alors des gens qui essaient d'adhérer à leur mouvement. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un monstre à plusieurs têtes. On les attaque de l'autre côté, ils peuvent ressurgir de ce côté-ci. Mais vraiment, ça ne m'a pas convaincu. Certains analystes ajoutent que dans le communiqué en question, il y avait des termes qui faisaient référence à une cellule dormante. Autrement que ce n'est pas de l'extérieur qui est venu, mais c'est des cellules dormantes. Non, mais juste pour ajouter, nous sommes dans un pays où chaque semaine, chaque 2 semaines, n'est-ce pas, on avait discuté ici même qu'on a affaire à des trafiquants vraiment dangereux de drogue. Et des voleurs, surtout de criminels armés, voilà, et qui sont d'ailleurs pris à chaque fois par les forces qui de l'ordre. Qui basculent facilement de l'autre côté, n'est-ce pas? Donc, il se pourrait que c'est quelque chose comme ça, n'est-ce pas, qui a voulu être récupéré, mais je crois sincèrement que beaucoup n'ont pas été convaincus. Gary Amadou, alors, comment comprendre que ces groupes puissent revendiquer une telle opération? Non, écoutez, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils prendraient également aussi le risque de revendiquer une telle opération? Je vais vous dire une chose. Si l'État islamique veut mener une opération contre le domicile du président de l'Assemblée nationale, comme l'a dit Arimi, ce n'est pas comme ça qu'ils allaient s'y prendre. C'est une revendication opportuniste. Pourquoi? Parce que, juste après l'attaque, on a dit sur des médias que oui, il se pourrait que c'est une attaque terroriste. Ils suivent les informations. Mais ça leur coûte quoi de dire que c'est eux? En plus, ça fait de la pub. Et ça intervient dans un contexte où la France, où la force Barkhane aussi est en train de se... On leur a offert un boulevard. Des voyous ont mené une attaque voulant voler un véhicule, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu redémarrer le véhicule, ils ont fui. Et il y a eu, pour moi, des réactions qui ont été qui leur ont ouvert un boulevard. Ils ont entendu, ah oui, il y a eu le domicile du président de l'Assemblée nationale. Ah oui, et si on revendiquait, ça serait un bon coup. Ah oui, on dit, ah oui, on concocte un communiqué. On sent bien qu'ils ne sont pas informés des conditions et tout. Ils ont suivi l'actualité comme tout le monde. Et puis on concocte un communiqué, puis on balance. On dit, non, oui, c'est nous qui avons. Non, l'État islamique, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut quand même craindre? Qu'est-ce qui peut être la conséquence de telles annonces? Oui, la conséquence, c'est que l'État islamique essaie de créer une psychose pour dire aux gens, oui, nous sommes dans la capitale. Ce qui n'est peut-être pas faux. Il y a des cellules dormantes. Bien sûr, il y a des cellules dormantes. Mais une opération qui serait préparée par l'État islamique, je vous assure, dans la capitale, ce n'est pas comme ça. Il faut voir ce qui s'est passé au niveau de Ouagadougou contre les hôtels, le Cappuccino et cause. Ça, c'est des opérations. Ça, c'est des prison civile. Mais attends, la prison civile, l'opération au niveau de Toulousain. Ça, c'est des opérations. Oui, c'est des opérations mûrement planifiées. Si le jour, je ne le souhaite pas, le jour où l'État islamique va préparer une opération, ici à Niamey, ça sera contre un hôtel, ou en tout cas un lieu qui sera fréquenté par les Occidentaux. Je vous assure que les gens comprendront que c'est vraiment eux qui ont fait l'attaque. Pas juste partir et puis tu as un garde, essayer de démarrer une voiture, la voiture ne démarre pas, et puis on monte sur les motos et puis on détale. Non. On termine avec vous, Issa Madougou, par rapport à cette question. Oui, moi, à mon simple avis, je pense qu'il ne faut pas minimiser la menace. Même si on peut dire que c'est un coup de pub, c'est une communication opportuniste, mais je pense qu'il ne faut pas minimiser la menace. Aujourd'hui, toutes les capitales du Sahel, sont des potentiels cibles. Et il y a également des cellules dormantes qui y existent. Nous avons vu aujourd'hui, aucune capitale n'est assez sécurisée, à l'exception de New York Shot, où on ne sait pas par quelle magie ce pays collabore avec nos pays dans le cadre du G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme. Mais ils ont une recette où eux, ils ont pu maîtriser la situation qu'ils ne peuvent pas partager avec nous. Alors, pour finir, moi, je pense que ce communiqué ne doit pas être mis de côté. On doit prendre ça au sérieux. Parce que nous avons vu ce qui s'est passé à Niamey, la prison civile. Nous avons vu Toulousain qui s'est passé il y a quelques années. Agadez, Arlit, et tout récemment, nous avons vu Kouré. Donc, ce qui veut dire que ces gens-là ont une capacité de frappe qui peuvent nous nuire. C'est pour cela que nous ne devrons pas baisser la garde et penser que ces gens-là sont dans la bourse. Juste qu'on dit que c'est vraiment une revendication opportuniste. Pas pour dire qu'ils sont pas... On a bien dit que s'ils veulent mener une opération, ils peuvent la mener, mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont la mener.
et elle aura des éclats. Mais ils savent où les lieux qui sont fréquentés par les Occidentaux. C'est ça qui leur intéresse. Voilà, nous retenons quand même que rien ne doit être laissé au hasard. En tout cas, les mesures de vigilance doivent être maintenues et doivent être démises. Merci à tous, merci chers confrères. Voilà, nous arrivons au terme du forum de la presse de ce soir. Nous étions en compagnie de nos confrères Issa Madougou, journaliste indépendant, Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Arima Bakiari, journaliste à la radio alternative. Je suis Alassane Kouzi Mamadou pour la présentation de ce forum. La régie sont assurés par Issa Lawali. Réalisation et montage vidéo, Mustafa Ayouba. N'oubliez surtout pas le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes ce week-end sur les 48 radios partenaires du studio Kalangou. Samedi et dimanche à partir de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de l'émission Tous à la Fada. Et à partir de 18h15 le samedi, le forum en Hausa sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école dans le département de Madawa. Et dimanche à 18h15, le forum en Zarma sur le thème dépenses ostentatoires dans les cérémonies de mariage à Gaïa. Bonsoir.